Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Un mot d'actualité. D'abord, il y aura grève à la SNCF, probablement, pendant ce week-end de Noël, de vacances. La faute à qui ? Bon, la faute aux syndicats qui, une fois de plus, se mettent dans une logique de faire grève sans trop savoir réellement pourquoi. Donc, il va falloir maintenant qu'on en sorte. Là-dessus, ce sera probablement une grève de courte durée, en tout cas, il faut l'espérer. Et je ne suis pas tout à fait certain que ça recueille, une fois de plus, l'adhésion des Français dans une période aussi particulière, avec finalement peu de revendications, compte tenu du fait que la SNCF, tant sur la partie rémunération, tant sur la partie des retraites, a déjà été servie et correctement servie. Est-ce que ça veut dire que cette colère-là, elle est tolérée par les autres salariés parce qu'elle sert de grève par procuration ? Il y a une forme de lassitude. Grève par procuration, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une initiative, petite initiative qui est menée et on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Je pense qu'elle n'ira pas très loin. Les syndicats ne tiennent plus la base. Le dialogue social est coincé. Ça va pas bien dans ce registre de l'entreprise. Bon, je dirais pas ça. Je pense que les syndicats sont moins représentatifs qu'ils ne l'ont été. Néanmoins, ils ont encore quelques bastions, notamment dans l'univers du transport, où ils ont une capacité de mobilisation qui est réelle et qui fait qu'ils arrivent à bloquer un pays si jamais, on va dire, ils se mettent en dynamique. Non, je pense que c'est une problématique de représentativité. Et puis, je pense que les revendications qu'ils portent ne sont plus portées de façon plus moderne, plus juste, plus équitable. Voilà, mais c'est une base qui tient encore, qui a une capacité de nuisance sur certains sujets. Alors derrière beaucoup de conflits sociaux, il y a quand même la problématique des salaires. Presque partout, les salaires ne suivent pas l'inflation. C'est ça aussi le problème. Alors oui, les salaires sont on est en pleine négociation, hein. Les négociations annuelles obligatoires sont en ce moment et l'inflation en France est aux alentours de 6%, qui est une inflation les plus faibles. Il y a des corrections qui s'opèrent et globalement, les augmentations dans les entreprises devraient se situer pour 2023 aux alentours de 4,5. Donc on perd Ce du qui n'est pouvoir pas d'achat. Alors, si on calcule comme ça, on peut perdre du pouvoir d'achat, si ce n'est que il faut regarder comment les entreprises compensent avec des primes pouvoir d'achat, comment les instruments de participation et d'intéressement viennent corriger. Et j'ai envie de dire que compte tenu de la situation, on est en train d'avoir une année probablement étale en pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est très injuste parce que c'est un panier. Donc, si vous roulez un peu plus parce que vous êtes en province par rapport à celui qui est à Paris, qui peut prendre les transports en commun, il y a une forme d'inégalité. Selon ce que vous consommez, il va y avoir une forme d'inégalité. Mais globalement, on est un des pays où on s'en tire pas trop mal. Il faut attendre la fin des négociations et les entreprises jouent le jeu, en tout cas sur le terme salaire. Et pour compléter le salaire, il y a la participation, l'intéressement, il y a le dividende salarié, qui est un de vos gros combats depuis longtemps. Vous aviez en 2019 travaillé un rapport sur la participation et l'intéressement dans les entreprises. Est-ce qu'on a progressé depuis ? Alors, on n'a pas réellement progressé, en tout cas le débat s'est installé, ce qui est une bonne chose. On va vivre 2023 une année assez paradoxale, parce que, comme vous le disiez, il va y avoir cette négociation sur les salaires, probablement une correction qui va s'opérer, en tout cas il faut l'espérer, et puis il y aura les résultats des grandes entreprises 2022, qui vont être probablement très bons. On va avoir tout début janvier les entreprises du SBF 120, du CAC 40 qui vont clôturer, Et les actionnaires vont et dire les bravo. actionnaires vont dire bravo, il va y avoir forcément, et c'est une bonne chose, des versements de dividendes. Et quand on va avoir ces résultats qui vont être comparés, et là-dessus il ne faut pas toujours les comparer par rapport aux perspectives de rémunération, il y aura un déséquilibre. C'est pour ça qu'il est urgent de rééquilibrer ces instruments de partage de la valeur. Le président de la République a pris en main le sujet du dividende salarié. Le dividende salarié est en train on va dire de débattre, mais surtout les partenaires sociaux, depuis le mois d'octobre, ont une mission de la part du gouvernement qui est de discuter du partage de la valeur. Le fruit de cette négociation sera, quoi qu'il arrive, fin janvier. Est-ce que l'on peut penser à un système très simple pour les salariés, d'intéressement, de dividende salarié, c'est-à-dire que s'il y a 1 euro qui va vers les actionnaires, il y en a un qui va vers les salariés ? Alors, l'égalité, probablement pas. La parité, oui, il faut trouver un système qui soit une meilleure répartition. Je pense que le dividende salarié, c'est pas un troisième dispositif. Il ne faut pas réinventer quelque chose. Il faut considérer que quand les entreprises versent des dividendes, il faut qu'il y ait de la participation qui soit versée aux salariés. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne versent pas de participation quand on verse
du dividende. Ensuite, il faut que ça concerne toutes les entreprises. Vous avez à peu près 10 millions de salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne touchent rien. Et là, il faut qu'il y ait une forme d'équité. Je n'aime pas beaucoup le discours misérabilisme que l'on a en France sur nos petites entreprises. Elles sont valeureuses, elles sont conquérantes. On pourrait considérer qu'elles aillent davantage à l'export, mais elles se comportent bien et elles sont dans une logique de croissance. Et là, il faut aussi regarder comment on peut demander à ces chefs d'entreprise de mieux distribuer une partie de la valeur créée. Et aujourd'hui, ces instruments ont besoin d'être renforcés. Il faut simplifier la formule de participation et puis il faut l'étendre à ces entreprises qui ont plus de 10 millions de salariés, on va dire, qui gèrent plus de 10 millions de salariés. Est-ce que ce combat, c'est le combat du MEDEF ou est-ce que le MEDEF, lui, reste du côté des actionnaires en disant non, tout profit, c'est pour l'actionnaire, c'est lui qui risque le capital? C'est un sujet un peu compliqué pour le MEDEF, parce que le MEDEF, il est là pour défendre, il est là pour demander des baisses de charges, pour demander de la simplification. Et sur ce sujet du partage de la valeur, il a une mission. Cette mission, elle est dans cette négociation, et j'espère que cette négociation aboutira et mettra, on va dire, en évidence un meilleur partage de la valeur. Des salariés heureux, c'est des salariés fidèles, c'est des salariés plus motivés. Donc en fait, c'est l'intérêt de l'actionnaire que de partager un peu les profits pour rendre heureux les salariés. Oui, et vous avez raison. Aujourd'hui, on rentre dans une période où la difficulté du chef d'entreprise, c'est recruter, motiver, fidéliser. On est sur une pleine tension du marché de l'emploi. Et quand vous êtes dans une petite entreprise, eh bien, il vous faut des instruments. Quand vous devez rendre attractive votre entreprise pour recruter, qu'est-ce que vous avez comme instrument? Et si vous utilisez de l'intéressement, de la participation, prime partage de la valeur, qui sont des instruments qui sont, on va dire, désocialisés, défiscalisés, ça vous permet d'être un peu plus compétitif pour pouvoir recruter, fidéliser vos collaborateurs. Alors à propos de tension sur le marché de la main-d'œuvre, la loi sur l'immigration dévoile un peu ses cartes. Il y aura un titre de séjour pour les immigrés travaillant dans des métiers en tension, sous condition d'exercice de ces métiers et de présence en France. Ça, c'est une bonne idée ou c'est un appel d'air pour une immigration incontrôlée? Mais c'est une bonne idée. De toute manière, on ne sait pas comment on peut faire autrement. Il faut une certaine lucidité. Arrêtons l'hypocrisie. Voilà, il faut inviter tous les Français à aller regarder ce qui se passe dans les cuisines de les restaurants dans lesquels on aime bien aller. Il faut aller sur les chantiers, notamment du travaux public, pour regarder ce qui se passe. Il faut aller dans le bâtiment pour voir ce qui se passe. Dans plein de métiers en tension, il faut voir ce qui se passe. Regardez dans les vendanges, regardez nos maraîchers, regardez dans l'hôtellerie. Soyons lucides. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre. Alors, comment on la fait travailler légalement? Comment on fait en sorte qu'elle puisse être formée, employable? Comment on fait pour qu'on lui donne des perspectives? Ça, c'est un vrai sujet patronal. Mais cette main-d'œuvre, nous en avons besoin. Le problème, c'est aussi l'intégration dans la société. Alors, est-ce qu'il faut se dire que ces immigrés dont nous avons besoin, il faut qu'ils fassent 3, 4, 5 ans puis qu'ils retournent dans leur pays? Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on se prépare à les intégrer à notre vie? On doit être en capacité de pouvoir correctement les intégrer, et c'est tout le sujet. Mais là, ça, c'est un débat sociétal. Ça, c'est un vrai débat sociétal. Le patronat dit, faites attention, si nous n'avons pas cette manœuvre, nous allons arrêter nos activités. Des emplois qui sont en jeu, des perspectives de croissance qui sont en jeu. Donc là, il y a un débat sociétal. Mais ne nous trompons pas de combat, nous avons besoin de cette population. Après, quelle est notre capacité à les intégrer? Quelle est notre capacité à les loger dignement? Quelle est notre capacité à faire en sorte qu'ils puissent contribuer longuement dans la société? Ça, c'est un débat sociétal auquel le patronat a sa responsabilité en y donnant un travail. Le Conseil constitutionnel a cassé hier une disposition sociale. Le gouvernement ne voulait plus rembourser les arrêts maladie si vous l'aviez obtenu, votre arrêt maladie, en téléconsultation avec un autre médecin que votre médecin référent. On soupçonnait qu'il y avait un peu d'arrêt maladie facile. Le Conseil constitutionnel dit non, ça c'est pas possible. Vous le regrettez? C'est-à-dire que voilà, on sort d'une période de crise sanitaire, tout ça a été très pratique. Oui, il y a quelques abus. Donc il faut trouver la bonne méthode, la bonne formule pour que globalement on revienne à un système qui soit un tout petit peu plus vigilant. Voilà, des abus, il y en a partout. Le problème, c'est qu'on va sanctionner des personnes qui utilisent la télémédecine de façon parfaitement honnête, transparente et en plus utile, parce que ça leur permet de ne pas se déplacer. Et puis, il y a toujours des fraudeurs. Et il faut admettre, par moment, qu'on est obligé de légiférer quand il y a 10%, 15% de fraudeurs qui se comportent pas bien et qui verrouillent le système. Voilà, mais il faut trouver les outils pour ça. Il faut trouver les outils. Est-ce qu'on est au début du pire, si j'ose dire, en matière de crise économique? Est-ce que le pire est devant nous en 2023? Non, je crois pas. Pas de récession pour vous? Je pense qu'on va avoir une année un peu flat, mais je pense qu'on est extrêmement résilient. Et comme toujours, pour une fois, ça va nous porter chance. Mais nous avons une consommation intérieure qui est forte. Nous avons une faible capacité d'exportation. Alors,
en période de crise, ça va jouer avec nous. Quand vous avez une faible capacité d'exportation, hein, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de Vous êtes l'Italie, moins puni. eh ben, vous êtes moins punis. On a une fonction publique qui est massive, qui continue à consommer parce qu'elle n'a pas tellement d'impact, Oui. hormis les salaires qui n'évoluent pas forcément plus vite que dans le privé. Et tout ceci donne une très forte résilience. Et quand vous êtes dans des périodes un peu flattes, eh ben, vous avez un pays comme la France qui résiste bien. Avec une double peine, un déficit commercial terrible, Alors- parce qu'on consomme mais on importe, et puis une dette. Oui, qui mais se enfin, le creuse. déficit commercial, il y est toujours. Hein. Il va falloir peut-être qu'on s'y attelle comme une priorité nationale. Mais 2023, quand bien même les indicateurs ne sont pas véritablement en dynamique de croissance, je pense que ce sera une année assez flat et nous résisterons assez bien. Alors vous avez travaillé dans le gaz, on l'a dit, c'est loin, ces souvenirs de but à gaz, mais est-ce que vous feriez aujourd'hui le pari pour la France d'un tout nucléaire pendant des décennies et des décennies? Bah, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Après, on voit des initiatives, notamment dans le nucléaire, absolument incroyables, où vous pouvez développer 40 mégawattheures dans un Algeco, et ce, de façon pérenne sur les 10 prochaines années, et qui en plus vous utilisent du composant, du déchet nucléaire pour pouvoir faire durer. Donc on a un vrai savoir-faire. Après, il faut évidemment conjuguer avec d'autres formes d'énergie alternatives, mais ça va forcément prendre un peu de temps. Je trouve que les ambitions qui sont fixées collectivement, soit par le gouvernement, soit par la communauté européenne, sont insensées. Ça va beaucoup trop vite. Alors, ça impulse. Parfois, on peut faire preuve de génie, et en France, on sait qu'on a cette capacité-là. Je trouve que ça va très très vite, et à quel prix? Ça, c'est la question auquel il faut se poser. À quel prix? C'est-à-dire en termes d'investissement et donc de... Mais est-ce que les entreprises sont en capacité de payer? Est-ce que vous êtes en capacité de payer une énergie beaucoup plus chère compte tenu des efforts d'investissement que vous allez faire? Je pense qu'il faut se donner une trajectoire qui soit raisonnable. Les calendriers peuvent être glissants, on le voit sur les droits à polluer. Ils on le va en- seront. Ils le seront quand on dit il faut arrêter le tout carbone d'ici 10 ans. Ce ne sera pas possible. On va voir ce qui va se passer à Paris quand le diesel l'année prochaine sera interdit. Donc bien évidemment ça va glisser. Bien évidemment ça dépendra de nos capacités à réactiver nos centrales nucléaires dont on a un peu de mal en ce moment. La réforme des retraites, c'est le bon moment et la bonne réforme? C'est le bon moment. C'est forcément la bonne réforme et il faut qu'on aille vite. C'est un élément majeur pour montrer qu'on est en capacité de réformer la France. Donc un 49.3 là au début de l'année, Voilà, et puis on n'en parle plus. politique de faire la méthode. En tout cas, il faut qu'ils y arrivent et il faut que véritablement on puisse sortir de cette ornière parce que c'est non seulement une évidence compte tenu du fait qu'on a besoin de travailler davantage, compte tenu du fait qu'il y a un allongement de la durée de la vie, mais nous allons avoir 3 000 milliards de dettes. Si on veut continuer à financer notre protection sociale qui est la plus généreuse au monde, il va falloir qu'on fasse des efforts. Donc les entrepreneurs doivent garder leurs seniors et pas les faire partir à Bien 58 sûr, il va ou 60 falloir ans. que l'on s'attelle à l'employabilité des seniors. Le flux se gérera, le stock, si la mesure est rapide, peut poser des problèmes. Thibault Langsade, merci et bonne Merci. journée. Merci à vous, merci Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris.